je vous rappelle, on est surtout très contents, les amis de la commune sont très contents d'avoir cette soirée d'histoire ce soir, et votre présence naturellement, parce que ça fait un certain temps qu'on a reporté. On a reporté pour des raisons que vous connaissez bien, avec le grand enfermement et avec cette épidémie qui n'en finit pas, on dirait. Donc c'est tout ça, enfin, c'est la raison principale, la seule, la raison principale qui nous a mené à reporter, parce que normalement, nos soirées d'histoire ont lieu début décembre. On l'avait reporté en décembre à début février, et en février, on l'a reporté à maintenant. Où là, on se disait que, bon, il y aurait plus de pandémie, il n'y aurait plus ce que j'appelle l'enfermement, on serait plus libre, si j'ose dire, et on serait après les élections. Voilà, nous sommes après tout ça, dans un univers qui est un peu différent aujourd'hui, mais j'espère que ça ne va pas décourager trop de personnes à venir ce soir, vu pas le fonctionnement de temps, mais vu la période qui est quand même, qui se rapproche de l'été, si j'ose dire. Alors voilà, on est bien content d'avoir finalement cette soirée d'histoire qui a été reportée, et que j'espère l'année prochaine on pourra reprendre nos bonnes habitudes et la voir au début décembre, et pas la reporter comme on a été obligé de le faire cette année. Alors, le thème c'est le cinéma et la commune, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé la question, c'est Jean-Louis Robert, qui nous propose un cinéma et commune, une vision historique sur le XXe siècle, de Guerra à Watkins. Donc, le cinéma et la commune au XXe siècle. Alors, je n'ose pas présenter Jean-Louis parce que je crois que tout le monde le connaît. Je rappelle qu'il est un professeur émérite de la Sorbonne, et surtout qu'il est historien de Paris et historien de la commune. Voilà. Alors, bon, je vais essayer de parler fort. Hein. Ça va aller comme ça là? Oui. Bien, donc le sujet c'est le cinéma et la commune au XXe siècle. Hein, je ne déborderai pas sur l'an 2000, parce que je n'ai pas étudié vraiment les films postérieurs à l'an 2000, donc je ne pourrais pas vraiment vous en parler sérieusement, mais au moins on aura un écho dans la deuxième partie de cette séance sur le film qui a eu la plus grande audience, en tout cas de très grande qualité, Les années de la commune. Mais on pourra peut-être évoquer d'autres films qui sont sortis entre 2000 et 2021, et je pense qu'il en sortira d'autres. Alors, ce que je voulais dire, c'est que bon, le cinéma à la commune, c'est déjà une histoire ancienne, on va pas y revenir, mais pour présenter les choses et ce que je vais dire dans mon exposé, c'est quand même pas un énorme cinéma. Quand on sait tous que le cinéma a sorti dans le monde depuis 1895 jusqu'à nos jours, ce sont des milliers, des dizaines de milliers même, de films petits ou grands, et le cinéma de la commune, là-dedans, concernant la commune, est loin d'être très, très important. Il est extrêmement marginal, quelques dizaines de films. Voilà. Comme ça peut être impressionnant, mais quand on se rappelle de tout ce qui a été fait dans le cinéma, c'est même peu. Et le deuxième point que je veux indiquer, c'est que si l'on regarde le cinéma de fiction, le bilan est encore plus maigre, c'est-à-dire qu'il est quasiment inexistant. J'entends là, par cinéma de fiction, les films où il y a centralement un personnage qui n'a pas existé, qui conduit une aventure personnelle ou avec sa famille ou des amis ou que sais-je, certes dans le cas de la commune, mais où il y a un récit, une narration propre à la fiction, à une fiction. Alors, entre la fiction et le documentaire, strictement documentaire, c'est-à-dire qui se veut là vraiment utiliser le cinéma essentiellement dans un but de qu'est-ce que la commune, qui va vouloir ne s'appuyer que sur des documents d'époque, ce qui interdit le cinéma, puisque je peux vous faire un documentaire sur la grève de tel endroit maintenant, je vais prendre ma caméra et je la filme. Là, on ne peut pas le faire pour la commune. Donc le documentaire, il peut comprendre des photographies d'époque, il peut comprendre des images de l'époque, il peut comprendre des affiches, on peut relire, on peut éventuellement faire jouer des acteurs qui vont jouer des personnages réels.
Voilà. Mais on ne peut pas utiliser un film de la commune, ça n'existe pas. Donc, ce sera déjà des documentaires un peu particuliers et souvent un peu figés parce qu'il n'y aura pas de film de l'époque. Et puis entre ça, vous avez entre le documentaire pur et dire et la fiction que j'ai oublié tout à l'heure, vous avez les formes de docu-fiction, comme on appelle, qui mélangent des personnages réels, des personnages fictifs, avec toute une gamme de possibilités très, très variées. Donc, je le dis tout de suite, je ne parlerai pas ici des documentaires. Au premier sens du terme, il y en a eu d'excellents. Celui de Cécile Clairvaux, par exemple, qui est paru et qui est encore disponible. C'est un très bon documentaire. Il y a eu le documentaire assez connu de Ménégoz, qui avait été fait par le Parti communiste dans les années 50. Il y a un documentaire extrêmement engagé, présentant le point de vue du PC, du Parti communiste à cette époque sur la commune, mais qui est de très bonne qualité également. Donc je n'évoquerai pas ces documentaires pour me concentrer sur la fiction et quelques docu-fictions qui m'ont paru intéressants. Donc un nombre finalement assez limité de films, hein, et même très limité de films. Je vais donc passer, en présentant ça, par une série de films, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, et je vais commencer par les deux pionniers, ou les deux pionnières, et pour corriger tout de suite une erreur, j'ai fait exprès d'avoir laissé Guérin dans le titre de cette conférence, mais contrairement à ce qui est affirmé à peu près partout, le premier film La Commune, ce n'est pas le film d'Armand Guérin, La Commune, qui est très célèbre, ce n'est pas ce film, le premier film, c'est celui-ci que vous voyez sous le titre L'émeute, et qui paraît aussi parfois sous le titre probablement plus exact, il y a des affiches différentes, L'enfant sur la barricade. Alors ce film, et je vais y insister un peu, donc il sortit en 1906, et ça, c'est très intéressant, la réalisatrice du premier film de La Commune s'appelle Alice Guy. C'est une femme née en 1873 et décédée en 1960. C'est la fille d'un libraire, donc d'un milieu culturel un peu élevé pour les années, ces années-là, qui avait fait des études de sténo et qui, à 21 ans, en 1894, est devenue secrétaire du directeur de la firme Gaumont. Photographie et cinéma. Et en 1895, elle a vu un premier film de Lumière, des frères Lumière, et en même temps qu'elle était secrétaire de direction, elle s'est mise à suivre des cours techniques de photographie, de tout ce qui allait autour de ça. Et en 1896, elle a demandé à Gaumont, son patron, de réaliser un petit film. Il lui a dit oui, allez-y, tentez votre chance, je vous donne des moyens, un opérateur, etc. C'est du tout petit film, ça dure 4 minutes, un film de l'époque. Et elle a donc réalisé en 1896 un petit film qui s'appelait La Fée aux choux. La X, c'est aux choux. Bon. Et ce film a eu un énorme succès. Ce film a eu un énorme succès, et Gaumont l'a nommée à 23 ans, donc tout de suite après, directrice du service des fictions de Gaumont. Elle ne s'occupait pas du gros secteur. Le secteur principal de Gaumont, c'était les actualités. C'était vraiment le secteur principal. Mais Gaumont avait aussi déjà un secteur de fiction. Et donc, à 23 ans, Alice Guy est nommée directrice du service des fictions de Gaumont. Et en ce sens-là, elle a été une des plus grandes pionnières du cinéma français. Beaucoup trop méconnue. Et elle va réaliser de 1896 à 1907 des dizaines et des dizaines de fictions. C'est des fictions qui durent 4-5 minutes. Ce n'est pas des films d'une heure, 1h30 ou même de 52 minutes, classiques. Elle a réalisé des dizaines et des dizaines de fictions sur les sujets les plus divers. Ça couvre tout. Ça peut être parfois un peu du boulevard, parfois c'est des documentaires un peu sur une ville, ça couvre tout, en fait, dans ces dizaines de titres de films qui sont heureusement souvent conservés.
Et parmi ceux-ci, en 1906, donc, elle va réaliser plusieurs films, dont on citera un qui est assez amusant, que j'ai regardé, qui s'appelle Les résultats du féminisme. C'est assez amusant, oui, comme titre. Et parce que le féminisme était, il y a pas mal d'actualités dans ce début du XXe siècle. Il y avait un grand mouvement féministe. Et elle fait aussi donc, ce film en 1906 qui s'appelle L'émeute ou L'enfant sur la barricade. Bon, alors je finis sur elle. Hein, en 1907, elle s'est mariée. Alors, je ne connais pas bien toute sa vie, et elle est partie aux États-Unis, mais elle a continué aux États-Unis à être une grande productrice de films. C'est l'époque du muet, donc il n'y a pas de problème. Passer des films de France aux États-Unis, des États-Unis en France, tout est filmé en muet avec accompagnement musical éventuellement dans la salle. Donc voilà, il y a un panneau éventuellement qui explique, mais c'est tout. Donc il n'y a pas de... le cinéma a été d'emblée international tant qu'il a été muet. C'est quand il est passé parlant qu'il y a eu quelques problèmes qui se sont posés, parce qu'on ne traduisait pas à l'époque. Il n'y avait pas de sous-titres ni de traduction. Donc voilà, elle a continué, elle a une carrière aussi très importante aux États-Unis, et bon, pour des raisons personnelles, pendant la guerre de 14-18, elle est revenue en France, et après la guerre de 14, elle a arrêté entièrement sa carrière. Elle est morte en 1960, et elle, voilà, elle était très oubliée, mais depuis quelques années, on reparle beaucoup plus d'Alice Guy, et qui est donc la première femme et homme à avoir réalisé un film sur la Commune. Alors on peut discuter, je vais vous montrer le film en intégrale, on peut discuter de si c'est un film sur la Commune, mais pour moi il n'y a aucun doute, il y a des références, mais c'est un film qui ne parle pas beaucoup de la Commune, il parle d'un épisode très célèbre, un peu mythique de la Commune que vous allez reconnaître certainement. J'espère que ça va marcher. Ah, alors je suis désolé, j'espère qu'on ne va pas me mettre de la pub ou trop. C'est muet. Tu vas chercher du lait. Hein. « 1906, hein. Je ne crois pas que les chapeaux étaient ceux qu'on portait en 1971. Hein. Par contre, les soldats sont assez bien...
un certain poème de Victor Hugo, qui est très célèbre. Et voilà ce qui est mis en scène, en fait, par la réalisatrice. Une petite variante par rapport à la poésie d'Hugo, vous allez voir. Ce sont les soldats qui refusent en fait de tirer, vous voyez, hein, qui s'en vont. Hein. Et l'officier ne fait que les suivre. Voilà, vous avez vu le premier film sur la Commune. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà, oui, je pense que... Tu l'avais tout à l'heure. Je me suis servi d'un blog pour mettre mon nom. Donc voilà, alors vous avez vu ce film, hein, vous avez vu intégral. C'est assez émouvant de voir dans ce film, très peu connu. Et donc, bien sûr, il ne parle pas directement de la Commune. Hein. Par certains côtés, ça pourrait être toute insurrection. Hein. Mais quand même, il est bien référé par toute une série d'aspects à la Commune, sur lequel il porte un regard, le regard humaniste hein, que Victor Hugo avait porté sur les événements. Bien sûr, on n'y voit pas beaucoup la Commune, mais voilà, c'est quand même le premier film. Alors, le deuxième, beaucoup plus connu, en tout cas des spécialistes du cinéma de la Commune, hein, c'est La Commune d'Armand Guéra, qui est sorti, qui a été filmé en 1913 et qui est sorti en 1914. Alors là, on a un profil complètement différent. Armand Guéra, qui est né en 1886, lui, c'est vraiment un militant. C'est un militant anarchiste espagnol. Qui a vécu dans beaucoup de pays du monde, qui a participé à des grèves, à des mouvements, etc. Et il vit en partie en France, hein, et en 1900, c'est un type, là aussi typique, hein, c'est un typographe, hein, un ouvrier typographe, anarchiste espagnol, assez typique d'un profil de militant avant la guerre de 14 et même encore après. Et alors en 1912, un peu par hasard, il va rencontrer les opérateurs de Gaumont, qui étaient venus là où il travaillait, faire un film. Il discute avec eux, il est emballé, et il va décider de se lancer dans le cinéma. Totalement autodidacte. Voilà. Donc, il va s'arranger pour une caméra, et il va trouver cette caméra dans une association qui s'appelle Le Cinéma du Peuple, qui vient d'être fondée très peu de temps avant. Vous voyez que c'est écrit Cinéma du Peuple, hein,
juste au-dessus de la commune. On ne voit pas trop sur leur affiche, mais si vous étiez plus près, vous pourriez le voir. C'est écrit un peu à gauche, là, au-dessus du titre en bas. Et c'est une coopérative syndicaliste et libertaire qui a décidé de faire du cinéma populaire. Son secrétaire est un syndicaliste cheminot. Donc voilà, par exemple, des films qu'a fait le cinéma du peuple entre 1911 et 1914. Ça vous donne tout de suite quand même une idée. Misère de l'aiguille, donc là c'est sur la misère des couturières. Le vieux docker, c'est sur la misère des retraités, ou des gens qui sont obligés de travailler tard parce qu'il n'y a pas de retraite à l'époque. Victimes des exploiteurs. Ferrer, c'est l'affaire célèbre. Biribi, sur les camps militaires, etc. Donc c'est dans ce contexte, qui est d'un cinéma complètement militant, que Armand Guérat va faire ce premier film, qui s'appelle La Commune, qu'il a tourné en 1913 et qui sort au Palais des Fêtes rue Saint-Martin le 18 mars 1914. Il y a beaucoup de monde, il y a 2000 personnes, donc vous voyez là, il y a quand même un écho, ça a été bien présenté, il y a une foule, etc. Alors vous allez voir, c'est un film beaucoup plus militant, on n'est pas... alors, je ne peux pas vous présenter tout le film, il fait une douzaine de minutes, c'est un peu trop long, mais je vais vous en présenter quelques extraits. Je vais sauter, et je vais commencer là. Grosse partie du film est consacrée, ce n'est pas du tout un hasard, à l'affaire Lecomte Thomas. C'est-à-dire que près de la moitié du film est consacrée à l'épisode de Montmartre et à l'exécution des généraux. Et c'est un cinéma militant. Donc là, c'est l'arrestation de Thomas. Donc ça montre la foule qui a fait l'insurrection. Donc c'était peut-être Lecomte avant, là c'est Thomas. Pas trop grave. Vous voyez, c'est assez long, on peut vraiment insister dans ce film sur cet épisode. Un film qui est quand même assez court, il dure une vingtaine de minutes. Et on consacre, je l'ai dit, pratiquement la moitié du film à l'épisode de l'exécution des généraux. Ça va même jusque dans des détails, ce qui annonçant que certains veulent empêcher l'exécution en faisant intervenir le comité central de la garde nationale. Ça ne correspond pas du tout, parce qu'il ne siégeait pas du tout dans une salle comme ça, le comité central de la garde nationale, le 18 mars.
ça, ce n'est pas exact, hein, le comité central n'a écrit aucun texte demandant ni l'exécution, ni la non-exécution des généraux. Hein. Le cinéma muet laissait une certaine liberté d'interprétation de ce que les spectateurs voyaient, sauf qu'ils étaient un petit peu guidés par la musique, qui pouvait évidemment donner des sensations, des sentiments. C'est ce que Guéra veut montrer, c'est que c'est le peuple qui va vouloir l'exécution des généraux. Parce qu'on n'est pas dans le cinéma non violent. Donc vous voyez, le film hein, est extrêmement, je pourrais vous montrer la fin, il est orienté sur cette thématique hein, de la révolution, il faut la faire, il y aura des œufs cassés, la fin sera dramatique, mais il ne faut pas renoncer. Guéra, d'ailleurs, lui-même ne renoncera jamais. Hein. Comme il est espagnol en 1914, il est neutre, il est obligé de quitter la France. Il va aller travailler dans différents pays. En 1936, il revient en Espagne. Il est membre alors du syndicat anarchiste, la CNT. Et il fait des films encore militants pour la défense de la République espagnole. Et il meurt en 1939. Voilà. Donc, ce sont les deux pionniers hein, de la Commune. Et après, il faut bien dire qu'en France, il y a un trou énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus rien sur la Commune. Jusque après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a quelques films d'actualité hein, qui apparaissent. Le parti communiste tente de les réunir dans des montages, etc. Mais en fait, il n'y a plus aucun film en France. Et de fait, il faut donc aller en Union soviétique pour voir une trilogie qui est assez connue, au moins pour le premier d'entre eux, qui est la trilogie soviétique entre Ivan Canès, je m'excuse, je passe vite dessus parce que je n'ai pas envie qu'on voit ma faute d'orthographe. Non, quand même, on s'en fiche. Hein. Alors voilà l'affiche originale du film, hein, qui est plus intéressante que l'affiche du DVD qui est disponible, hein, qu'on peut encore acheter, la Nouvelle Babylone. Alors ce film, hein, il y en a eu donc 3 dans l'entre-deux-guerres, et je n'insisterai pas, je n'aurai pas le temps de le développer, qu'après ces 3 films de l'entre-deux-guerres, de la même façon, en Union soviétique, là par contre, il n'y aura plus non plus de films sur la Commune. Ça n'intéresse plus la cinématographie soviétique. Alors que là, ça l'intéresse. Donc, la Nouvelle Babylone, hein, c'est un véritable chef-d'œuvre. Hein. Si les films le savent, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma soviétique de l'entre-deux-guerres, du cinéma d'avant-garde soviétique de l'entre-deux-guerres. Il faut dire quelques mots, là, j'insiste un peu sur les auteurs. Donc, Grigory Kozintsev et Léonid Trauberg,
qui ont tourné ensemble 16 films entre 1924 et 1945. Et tous les deux sont nés au tout début du siècle, là, et vous voyez donc que quand ils ont commencé leur premier film en 1921, ils avaient à peine 20 ans. Ce qui est intéressant, et on n'aura pas le temps de le voir, c'est que tous les deux sont ukrainiens en fait. L'un est né à Kiev, l'autre à Odessa. Mais c'est l'Union soviétique. Et ils vont faire leurs études à l'école des beaux-arts de Leningrad au début des années 20. Donc c'est là qu'ils vont eux-mêmes publier d'ailleurs, ils vont créer une école, parce qu'on fait surtout du théâtre à l'époque, qui s'appelle le Manifeste du théâtre excentrique. Il va créer une association qui s'appelle la FEX. Je cite, ils citaient Mark Twain dans leur manifeste, hein. Voilà, ça va vous faire plaisir peut-être, mais voilà ce qu'ils avaient cité. Il vaut mieux être une jeune punaise qu'un vieil oiseau de paradis. Et il y avait une idée que c'était aux jeunes de faire la révolution. Donc, tout bouleversé au début de ces années 20, au moment de la jeune révolution soviétique. Donc ils ont des théories que je rappelle, qui vont se trouver un peu dans ce film. Hein. D'abord, mélanger les arts, il n'y a pas un seul art. Oui, ça c'est des trucs qu'on dit qu'ils se font maintenant, mais ça, pour eux c'était déjà dans les années 20. Il faut mélanger tous les arts, le cinéma, le théâtre, la musique, les arts plastiques. L'art qui doit venir doit tout mélanger. Et parmi tous les arts, les plus importants, les plus intéressants, c'est la pantomime, le cirque, le carnaval, les arts du cabaret. Ça, c'est l'art vivant sur lequel il faut le plus s'appuyer. Ça, c'est leur premier principe. Leur deuxième principe, c'est que le cinéma à venir doit absolument mélanger le réel et l'imaginaire. Il ne doit pas se préoccuper de faire un film réaliste, il ne doit pas se préoccuper, et pas non plus être que dans une abstraction lointaine de tout. Il faut mélanger, on revendique l'Uchronie, la dystopie, tout ça, c'est totalement revendiqué comme étant ce que doit être le cinéma. Et enfin, il ne faut pas hésiter, ça c'est de l'époque, à pousser à l'outrance, pousser à l'extrême le film. Alors bon, il y a aussi des influences, on n'a pas le temps de le voir, de l'expressionnisme allemand, avec lequel ils sont assez liés, de Pabst, etc. Et il y a des influences aussi d'Eisenstein, évidentes, hein, ils sont en connexion avec tout ce courant. Donc ils vont sortir parmi leurs films, hein, celui-là de 1929, qui s'appelle La Nouvelle Babylone. Ils vont encore un peu tourner, mais de moins en moins, avec de plus en plus de difficultés, sont un peu rappelés à l'ordre pour faire du cinéma de masse par Staline, qui veut un cinéma compréhensible par le peuple, je trouve que ça c'est trop avant-gardiste, et ils vont accepter plus ou moins de faire ce cinéma, et ils continueront une carrière, pour l'un qui va aller jusqu'à 1973, pour le deuxième Kroberg, qui était ukrainien, mais juif ukrainien, il a été très embêté en 1949 hein, dans certains procès, etc. Mais il a quand même continué à travailler en Union soviétique et malgré ces déboires qu'ils ont eus sur leur fin de la carrière, tous les deux sont morts membres du Parti communiste de l'Union soviétique et convaincus du communisme. L'un est mort en 1973, l'autre est mort en 1990, et tous les deux ont laissé à ce moment-là des textes en disant oui, on a été gravement affecté par certains trucs dans la production qu'on rêvait par rapport à celle des années 20, mais nous voulons affirmer notre fidélité au Parti communiste de l'Union soviétique. Voilà, ça fait partie de l'histoire, c'est ça. Donc la Nouvelle Babylone, bien sûr, c'est un film extrêmement célèbre. Je vais vous en montrer des extraits. Je vous rappelle, donc je vais vous montrer un peu comment ce que c'est hein, par rapport à leur façon d'être. C'est le thème de la Nouvelle Babylone. Là, c'est vraiment une fiction. Hein. On voit un peu l'œuvre de la Commune, mais pas beaucoup dans la... Et c'est tout le problème des œuvres de fiction basées sur un individu. C'est pas facile de parler de l'œuvre.
tout le cinéma d'ailleurs, c'est très très difficile, sauf à faire un documentaire stricto sensu, de parler de l'œuvre. Donc, c'est l'histoire d'une employée de grand magasin. C'est le principe du bonheur des dames de Zola qui reprend, mais inversé. Donc, c'est une employée d'un grand magasin qui s'appelle La Nouvelle Babylone, qui va devenir communard. Voilà, donc même si son patron la drague, là, pas question dans le bonheur des dames, la jeune employée tombe amoureuse de son gentil patron social, hein, et tout est en happy end, et qui va faire du social dans son nouveau grand magasin qui élimine les petits commerces, mais c'est un autre aspect de là. Là, au contraire, elle est radicale et elle va s'engager complètement dans la commune. Et j'en profite pour signaler que c'est la première dont je vais vous parler, mais beaucoup des films sur la commune mettent en avant la communarde, hein, et en font l'héroïne principale. Et donc elle est la principale héroïne de ce film. Et après, il y a toute une histoire d'amour, parce que il y a un soldat communard, non pas communard, versaillais, il tombe amoureux, mais la fin est quand même tragique. Donc je vais vous montrer un petit montage qui a été fait de La Nouvelle Babylone, qui n'a pas été fait par moi, mais je l'ai trouvé bien fait pour rappeler. Alors, là, il y a du son. Il y a du son. C'était accompagné normalement par un grand orchestre. Et c'est le premier grand opéra, enfin pas opéra, mais composition symphonique de Shostakovich qui accompagnait La Nouvelle Babylone. Mais en général, on n'a jamais réussi, sauf une fois, malheureusement, à refaire passer ce film, hein, qui dure plus d'1 heure, hein, 1h13. Et là, c'est pas la musique qui avait été prévue. Vous allez voir tous les traits de la façon dont il voit le cinéma. Là, c'est la déclaration de guerre. Ça, c'est une des scènes les plus célèbres du cinéma. Avec les parapluies, elle est connue comme une des grandes scènes de ce film. Ça se passe dans le grand magasin. Ça, c'est le final. En fait, je me rends compte que j'ai amené le film intégral. Donc maintenant, je vais vous montrer la fin. Donc lui, c'est le soldat versaillais qui est amoureux de la communarde. Il la cherche, c'est-à-dire passe à la semaine sanglante. Voici qui arrive, un endroit où il y a des exécutions. Alors là, c'était une très grande actrice soviétique de l'époque.
Voilà, bon, c'est toujours assez émouvant hein, comme film. Ça reste un chef-d'œuvre du cinéma. Alors, les deux autres, je serai un peu plus rapide, bien qu'ils mériteraient un détour. Le deuxième film dont je vais parler, qui est à peu près contemporain, là aussi c'est l'affiche soviétique d'origine, c'est La pipe du communard de Konstantin Marjnov. Donc lui, il est beaucoup plus ancien. Alors lui, c'est un Géorgien. Vous voyez comment l'Union soviétique était une mosaïque effectivement de peuples. Hein. Pas beaucoup de l'Ukraine, on va parler de la Géorgie qui sont en conflit avec la Russie actuelle. Mais dans l'Union soviétique, vous voyez, on a deux Ukrainiens et là un Géorgien. Lui, c'est une génération bien antérieure à Marjnov parce que lui, il est né en 1872, donc vous voyez, il n'a pas 20 ans en 1920. Hein. Et c'était avant la guerre un grand metteur de théâtre, metteur en scène de théâtre, hein, qui était de l'école Stanislavski, donc grande école russe d'avant 1914. Il a fait jouer du Schiller, du Tchekhov, etc. avant la guerre. Hein. Et donc en 1917, il a déjà quand même 45 ans, hein, il se rallie totalement, comme beaucoup d'intellectuels, hein, à la Révolution d'octobre. Donc là, il adhère totalement à l'insurrection d'octobre 17, et il va continuer à diriger des théâtres. Hein. Il est d'ailleurs le fondateur en 1929 du Théâtre national géorgien. Comme quoi l'Union soviétique n'écrasait pas toujours les nationalités, hein, contrairement à ce qu'on dit, puisque le Théâtre national géorgien, où on parlait en géorgien, on jouait les pièces en géorgien, a été fondé par Konstantin Marjanichvili en géorgien, qui l'a fondé en 1929 à Tbilissi. Mais à partir de 1922, il va vouloir aussi se lancer dans le cinéma et il va faire des films. Il va faire des films, pas beaucoup, quelques films de facture assez classique, qui sont très durs. Hein. Celui que vous avez vu est dur. Je vous en montrerai un extrait de celui-ci, qui est aussi assez dur. Alors, le trame du film, La pipe du communard, c'est l'histoire là, la personne qui est mise en avant, c'est une figure classique des révolutions. Là, c'est le gamin. Donc, c'est le gamin, merci camarade. Tu deviens rouge de honte. Donc, c'est le gamin, c'est souvent une figure dans la Révolution française aussi. Hein. Donc, c'est un fils de communard, un ouvrier menuisier. Donc, il va aux barricades avec son père, etc. Donc là, il y a toute une trame. Et on parle d'ailleurs un peu plus là de ce que fait la commune, mais là, c'est beaucoup. Le film est. Là, les 2/3, 3/4 du film, c'est la guerre civile. Ce sont des combats sur les fortifications, etc. Hein. C'est ça qui est surtout montré, avec certains épisodes de l'action de la commune que je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais je vais vous montrer la fin, qui vous montre effectivement certains aspects assez durs. Alors, je crois qu'il est là, dans ce site, je l'ai trouvé là, tout à. Malheureusement, bien qu'il soit sur YouTube, je crois qu'on n'a pas la publicité. Je vais vous montrer la fin. Voilà, 6 parties. Alors oui, je ne l'ai pas dit, hein, ça vient d'une nouvelle d'Yard Berenbourg. Je vais vous montrer un moment. Donc voilà. Voilà les combats, hein, alors, qui occupent une grande partie du film. Et on met aussi, comme souvent je l'ai dit, hein, en valeur la communarde qui se bat. Hein. Voilà, c'est très très heureux. Et voilà le gamin canonnier. Donc il est fait prisonnier.
de son père qui a déjà été tué. Là, il y a une image de la bourgeoise qui va être terrible. Là, vous avez vu, hein, c'est carrément un assassinat quasiment sadique, hein, puisque cette bourgeoise, pour s'amuser, elle vise la pipe, en fait, tue le gamin. Vous voyez, ce sont des films qui sont très durs. Hein, les soviétiques étaient aussi dans une perspective de mobilisation très dure. Le bourgeois est un ennemi radical. Hein. Voilà. Donc le troisième, je ne pourrais pas vous montrer l'extrait, mais je l'ai vu. Voilà l'affiche originale, hein, ça s'appelle Les Aubes de Paris. Il est sorti plus tard en 1936. Ce qui est intéressant dans ce film, mais je ne peux pas vous le montrer, c'est qu'il est parlant. Donc Grigory, le metteur en scène s'appelle Grigory Rochal. Lui aussi est né en Ukraine. Et alors lui, c'est encore un troisième profil par rapport au précédent, parce qu'il est né en 1899, un petit peu plus jeune que Troberg, etc. Et alors lui, c'est le militant bolchevique. Il a été vraiment militant bolchevique, très jeune. Il a été, ça donne quand même une idée, en 1918-1919, il était commissaire du peuple sur le front de la guerre civile. Hein. Donc, commissaire du peuple sur le front de la guerre civile en 1918-1919, ça nous donne un profil de militant bolchevique bien engagé. Hein. C'était très dur la guerre civile en 1918-1919. Et après la guerre civile, il va aller dans une école de cinéma et il va devenir un réalisateur un peu officiel, lui, hein, puisqu'il est réalisateur employé à la Mosfilm à partir de 1925, donc dans vraiment le cinéma soviétique national. Alors, comme ça donne une partie d'une personne, mais toute personne est beaucoup plus complexe toujours qu'on ne le croit. Hein. C'est jamais simple, en fait. Parce que si Rochal était, je l'ai dit, ukrainien, un peu biélorusse aussi, il était aussi d'origine juive, et il est un grand metteur en scène, il va faire à la fois du théâtre et du cinéma, du théâtre juif. Donc dans l'entre-deux-guerres, il va être metteur en scène au théâtre juif Hatima, où on joue, là aussi, vous voyez, ce problème de la culture soviétique dans sa diversité, où on joue des pièces en yiddish et du théâtre juif.
dans les années 20 et 30. Donc, et son cinéma est marqué par ses origines. Son premier film, je ne les ai pas vus ceux-là, c'est en 1931, ça s'appelle Un juif à la guerre. Il y a un autre film en 1938 qui s'appelle La famille Oppenheim, qui est en fait une variation du Juifus, vu de façon soviétique. Voilà, donc vous voyez que c'est une personnalité qui est diverse, hein, comme les précédents. En 1936, donc il va faire ce film, alors je ne peux pas vous le montrer, c'est un film beaucoup plus classique de facture, hein. C'est quelqu'un mais à la différence des précédents, il mélange, alors on est un peu presque dans le docu-fiction parce qu'il mélange beaucoup les personnages réels et les personnages fictifs. Donc il y a bien une trame avec mais il met en valeur des personnages étrangers. On voit beaucoup Dombrowski dans le film, on voit beaucoup un ouvrier polonais, on voit aussi beaucoup une jeune femme communarde, etc. Alors c'est son dernier film et moi je n'ai pas trouvé de traces sur la suite de ça. Alors après cette trilogie, hein, le cinéma soviétique... C'est quoi le titre du film là, celui-là ? Les Aubes de Paris. Les Aubes. Oui, A-U-B-E-S. Donc, je n'ai pas trouvé de... Je ne peux pas vous donner d'explication. En tout cas, après ça, plus aucun grand film soviétique sur la Commune de Paris. Est-ce que c'est une institutionnalisation de la révolution? Est-ce que c'est des causes que je ne peux pas vous expliquer? Autant on a quand même 3 grands films de cette période, autant on n'éprouve plus le besoin de faire des films d'importance. Il y a encore quelques documentaires qui existent, mais ça reste tout à fait marginal. Alors, il ne faut pas trop critiquer. Voilà un passage du film, une photo du film, qui met là encore, hein, vous voyez en évidence la femme combattante. Alors, il faut dire que du côté du cinéma français, hein, il n'y a pas grand-chose. Je dirais même, il n'y a rien. Donc, et je dirais qu'en termes de cinéma de fiction, il n'y a jamais rien eu, sauf, peut-être, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, il y a eu une tentative, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est celle de Jean Grémillon, le résistant, qui à l'époque était membre du Parti communiste français, grand résistant, et considéré comme un des grands cinéastes de l'époque. Il venait de sortir sous Vichy d'ailleurs, parce qu'il a quand même tourné sous Vichy. On pouvait, il faut le dire tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont trop vite affirmées là-dessus, on pouvait tourner des films sous Vichy, ne pas être un collabo. Hein. Il faut arrêter avec le truc de là, il a tourné sous Vichy, donc il y a un collabo. Non, il y avait des cinéastes, il y en avait qui étaient collabos, mais il y avait des cinéastes qui tournaient des films sous Vichy et qui étaient résistants en même temps au Comité national des écrivains ou d'autres structures. Donc Jean Grémillon, il a tourné plusieurs films, plusieurs chefs-d'œuvre d'ailleurs sous Vichy, et il était en même temps résistant. Voilà un des films qu'il a tourné en 1942. Vous voyez que les acteurs ne sont pas inconnus. Hein. Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michel Morgan, dans Remorque. Voilà, donc, quand il arrive au 44-45, c'est quand même une grande personnalité. Il va alors présider et fonder le Centre national de la cinématographie qui va aider à la production des films, etc. Il va participer à la lutte pour la défense du cinéma français. Donc c'est quand même un grand metteur en scène. Et à la fin de 1944, il a l'idée de faire un grand film sur la Commune. Et on a les archives de ça, hein, déposées dans un flou. On a les archives de ça, et donc, heureusement, les historiens les ont dépouillés. C'est un assez gros dossier. Et au gros, au bilan, il avait préparé une grande fresque historique. Hein, c'était plus une grande fresque historique. Il voulait partir de la Révolution française jusqu'à la Résistance, en situant la Commune dans ce chemin qui allait de la Révolution française, en passant par la Commune, à la Résistance. Donc, on a tout son plan de film, etc. Il a contacté des acteurs,
qui ont répondu positivement, mais aucun producteur n'a accepté. Voilà, c'est intérêt, parce qu'aucun producteur n'a accepté de se lancer dans l'aventure d'une production de ce type. Et ce n'est pas son seul échec, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que la commune, parce qu'il a voulu faire aussi un film en 1948 sur les événements de 1848, et il s'est heurté au même refus, et la même impossibilité de faire son film, alors qu'il a pu continuer à faire des grands films. Donc on n'a rien du côté du grand cinéma français, mais je voudrais quand même évoquer deux films qui montrent que peut-être il l'avait quand même en tête. Alors voilà un grand film. C'est la fin de Casque d'Or, donc l'exécution du héros. J'espère que j'ai le son. Le son. Bon, vous connaissez l'actrice, hein, évidemment, le Casque d'Or. Ok, c'est malin. Donc elle vient assister à C'est la meilleure fenêtre du boulevard. On a loué une chambre, on se faisait, on louait des endroits pour regarder. Ce sera fini, hein. Enfin, vous pourrez vous en aller, moi je vais me recoucher. Elle est magnifique, hein. Ça, c'est sûr. D'accord, Marie. Attends, si tu veux. L'acteur est aussi très connu. Il est jeune, comme elle. Donc, vous voyez que là, le réalisateur éprouve besoin de mettre le temps des cerises sur la fin, sur une fin tragique. Hein, et un autre film. Après l'exécution de tueur en série, le juge de la façon. Sans doute
c'est cette très, très célèbre chanson de Cossimon, hein, qui accompagne, qui finit le film. Hein, après, là encore, une exécution où le tueur en série, Galabru, hein, est exécuté, guillotiné, et on éprouve, le réalisateur éprouve le besoin de finir hein, par cette référence à la commune. Hein. Vous voyez, deux grands films quand même, et il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas pu chercher, qui sont de ce type. Bon, ça ne change pas qu'il n'y a pas non plus beaucoup de filmographie importante, il n'y en a pas, il faut aller chercher un peu. Des films, il y en a eu quelques-uns dans les années 70, hein, c'est là qu'il y a eu des tentatives. Ces tentatives, j'en ai relevé 3, celle de René Richon, qui était un assistant réalisateur, il est né en 1949, il a été assistant réalisateur du film de Cassinti sur la fiche rouge, et il n'a fait qu'un seul film, et on verra que les 3 films réalisés dans les années 70 ont été maudits, ils ont été très mal reçus, ils n'ont pas eu d'audience, et ils ont tué la carrière de ces 3 réalisateurs. René Richon, donc voilà l'affiche, hein, a donc réalisé ce film. Je reviens tout à l'heure sur le plateau, hein, qui est tout à fait extraordinaire en termes d'acteurs. On ne peut malheureusement pas le voir, il est totalement indisponible. Il a eu comme conseiller technique Tavernier, hein, ce qui indiquait quand même que c'était quand même bien travaillé. Ce que je veux, c'est vous montrer ce qui permet d'aborder. J'ai fini dans 2 minutes. Voilà, c'est mon dernier extrait parce que Watkins, je ne le montrerai pas, tout le monde le connaît. Je vais vous montrer ça parce que. Prenez soin de vos plantes avec Aquabloom, le nouveau système d'arrosage automatique et solaire Gardena. Prenez soin de vos plantes avec Aquabloom, le nouveau système d'arrosage automatique et solaire Gardena. Alors c'est un extrait d'un journal télévisé de 1977 sur la crise du cinéma. Date de l'occupation des Allemands. C'est donc assez paradoxal. Pourtant, et c'est rassurant, beaucoup de jeunes ne se découragent pas. Ils cherchent même des solutions nouvelles. Ici, dans un petit village près de Paris, René Richon va réaliser son premier film, La barricade du coin du jour, une évocation de la vie quotidienne pendant la Commune. Un petit budget, un peu plus de 2 millions de francs, financé par l'avance sur recette, par un avaloir de distributeurs étrangers et par des crédits obtenus ici ou là à force de patience. Pas de vedettes, mais des comédiens confirmés comme Anissé Alvina, Jean-Luc Bidot, Raymond Bussière et une trentaine d'autres. Au total, avec les décors et les costumes, un projet ambitieux, mais aussi une nouvelle façon de travailler. Au lieu d'y avoir, si vous voulez, 2 ou 3 superstars, comme ça se fait habituellement dans le cinéma traditionnel, il y a une trentaine ou quarantaine de comédiens qui ont bien voulu mettre leur cachet en participation. Ce qui veut dire qu'ils touchent une partie de leur cachet, disons, en liquidité pendant le tournage et une autre partie en participation sur les recettes du film. Chacun accepte de travailler dans le film, j'imagine, pour l'intérêt qu'il prend à ce projet particulièrement, et aussi parce que nous formons un phénomène d'équipe. Si vous voulez, c'est une façon de compenser notre manque d'argent, c'est d'essayer de créer presque un phénomène de troupe, aussi bien avec les comédiens que les techniciens, d'essayer de travailler ensemble et de faire un type de cinéma qui nous intéresse, mais en dehors des grands circuits habituels de la production et de la distribution, si vous voulez. Alors, vous allez voir un bout. Cette expérience, qui n'est pas unique, montre que des chemins existent pour sortir des schémas classiques et tenter de surmonter la crise. Mais ce n'est qu'un premier pas timide. Alors, le film, hein, c'est le déroulement d'une journée sur une barricade à Montmartre au moment de la semaine sanglante. Et ça, il y a des personnages. Alors, il y a 3 jeunes femmes qui sont les personnages centraux. Je vais de quoi réussir le film. Hein. André Léo, Brigitte Fosset, Elisabeth Mitrieff, Anne Jarzemski et une fédérée polonaise, Anna Pruknal. 3 immenses actrices quand même, hein, qui jouent dans ce film. Hein. C'était quelque chose. C'est un échec. On lui va se reconvertir. L'autre film, c'est Joël Farge, 1976. C'est un film dans une trilogie
qui s'appelait Guerre commune, donc qui est très intéressant, que j'ai vu, qui est là aussi, non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est dans Joël Charles, qui a les trois actrices dont je voulais parler. On les reconnaît là c'est Brigitte Fossel, et là c'est Ada Putnam. Donc, ça a été aussi un échec retentissant, ce film. Voilà, je n'ai pas le temps de les présenter, hein, il faudra en parler beaucoup de moments. Le troisième, c'est Patrick Poivin, ouais, c'est des réalisateurs, c'est quasiment leur dernier film. Hein. C'est Mémoire commune. Donc ça, c'est un film très avant-garde. C'est un film très dépouillé. Alors, pour représenter la colonne Vendôme, on met un cylindre. Ça se passe sur une plage de sable. Mais ça anticipe totalement Watkins, dont je n'aurais pas beaucoup de temps de parler, à savoir que c'est la première fois qu'on voit un film où on voit des médias intervenant dans le film. Donc, ce n'est pas Watkins qui a inventé ce procédé, où on voit un journaliste poser des questions, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la révolution, etc. C'est déjà dans ce film de Joël Charles, hein, en 1978, où l'affiche du film est très épurée. Hein. Mémoire commune, on ne peut pas faire plus épuré que ça hein, pour présenter un film. Il n'y a pas le nom des acteurs, il n'y a pas le nom du réalisateur. Alors c'est un mélange de trucs très modernes, très complexes. Bon, il y a une pièce de Brecht qui est jouée, parce que Brecht a écrit une petite pièce sur la commune de Paris. Et donc il y a pendant une demi-heure, on joue cette pièce de Brecht. Et c'est un des films les plus longs sur l'œuvre de la commune, hein, qui est présenté comme le monde à venir. Donc ces trois films, hein, il y a eu aussi des documentaires dans cette même période, hein, on peut en citer deux, alors ils sont différents, ils ont eu beaucoup plus d'écho parce qu'ils passent à la télévision, et ils sont faits par des gens très connus, Jean Prat, Le Destin de Rosset, Serge Moati, Louis Rosset de la Commune de Paris. C'est assez drôle que la télévision ait choisi de faire passer dans ses émissions historiques importantes deux films sur Rosset, qui étaient faits par deux réalisateurs connus de télévision, etc. Je voulais conclure sur ces films pour dire qu'il y a quand même des choses extraordinaires. Je vais vous donner sur l'ensemble de ces films les acteurs qui sont passés. Hein. Sans vous donner le nom des films. Anissé Alvina, Maurice Biraud, Jean Benguigui, Raymond Bissière, Dusselier, Monique Chaumette, Daniel Delorme, Paulette Debord, Brigitte Fosset, Samy Frey, Didier Hautepin, Ginette Leclerc, Philippe Noiret, Valère Novorina, Bulogier, Anna Prutnal, Tavernier et Robrillet, Jean-Marc Thibault, Anne Wiamzensky et George Wilson. Donc, tout ce cinéma des années 70, il a enthousiasmé par certains côtés le monde des comédiens et des comédiennes. On trouve vraiment une masse de films qui ont été un échec commercial, la critique a apprécié moyennement, et qui ont fait que ces trois réalisateurs n'ont plus de carrière après. Alors là, je terminerai par le Watkins, tout le monde le connaît, hein, donc je n'en dirai pas grand-chose. Je vais simplement vous montrer, donc vous savez que Watkins, il y a deux buts dans son film, hein, toujours dans tous ses films. Le côté politique, hein, Watkins, c'est un cinéaste britannique qui fait de la politique, qui veut transmettre un message politique. Il ne fait que des films sur les guerres, sur les actions sociales, les révoltes, etc. Hein. C'est vraiment un film politique qui l'intéresse, et en même temps, constamment un film qui critique les médias. Pour montrer que les médias, c'est une fausse neutralité, que l'image qu'on vous montre, c'est toujours une construction, et que c'est jamais neutre. Tout reportage n'a qu'un but, vous faire avaler une idéologie. Et qu'il n'y a aucun média neutre. Toujours, là, le télévisé n'a qu'un but politique. Mais jamais de l'information neutre. C'est l'idée clé, et qui va donc faire un film gigantesque, qui va
mêler les deux axes. Hein. Faire un film politique sur la commune pour montrer la richesse de la commune, le peuple en action, et la tournée avec des comédiens, y compris des amis de la commune d'ailleurs, qu'il y en a ici, hein, au studio Méliès d'Armand Gatti à Montreuil, des grandes scènes où il a beaucoup montré l'œuvre de la commune, etc. Et en même temps, il veut la montrer constamment comme une construction médiatique. Donc je termine, c'est un peu trop long, par un petit bout de Watkins. Ouais. Vous montrer le style Watkins quand même, pour ceux qui l'ont pas vu. Bonjour. C'est une journée magnifique ici à Paris. La grande place devant l'hôtel de ville est maintenant noire de monde. Les Parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la commune à l'hôtel de ville. Monsieur l'avocat, en tant que chante de la Carmagnole, après ce qui s'est passé en 89, en 1830. Enfin, madame, c'est un jour de fête aujourd'hui. Ils ont été élus par la moitié de la population de Paris. Qu'est-ce que vous faites ici alors? Vous avez le droit d'être ici, nous faisons partie de la nation, madame. De quel droit nous dicte notre conduite? Et ça, je veux pas que mes enfants ils aient à vivre ça toute leur vie. C'est pour ça que je veux faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais participer à la garde nationale, je pense que c'est un bon début. Je peux vous dire que ça bouge en ce moment dans Paris. Hein. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Nous sommes un groupe d'officiers et nous avons la ferme intention de proposer nos services au nouveau pouvoir. Oui, en effet, il nous paraît urgent de prendre en main l'organisation de cette formidable insurrection, à savoir l'encadrer, la diriger, la former et l'équiper. Vous parliez de nous, vous regardiez comment on vit là, vous en parliez, on veut du pain tous les jours. Nous avons l'ordre d'empêcher tout rassemblement d'hommes en armes. Voilà, donc là il faudrait consacrer une séance entière hein, sur ce film, on n'a pas le temps. Donc je conclue rapidement en disant un point intéressant, il n'y a aucun film anticommunard, c'est pas sans intérêt de le savoir, aucun cinéaste n'a cherché à faire un film anticommunard. La production est très irrégulière, il y a vraiment des espaces et des temps très particuliers. Hein. Pour certains pays, c'est à un certain moment, puis tout d'un coup des trous immenses, puis des reprises qui ne sont pas inodines, hein, qui sont compréhensibles, hein, qui ne sont pas anodines. On comprend bien le post-68 art. Hein. Ça, c'est donc, le deuxième point, cette irrégularité et globalement la faiblesse, après tout, même s'il y a d'excellents films, hein, comme vous avez pu voir. Troisième point, c'est la difficulté à réaliser vraiment un grand film de fiction narrative en France. Ce qui est différent quand même du roman, de la BD, voire même du dessin animé dans une certaine mesure. Hein. C'est film de fiction, eh bien, on n'en a toujours pas. Il y a quelques conseils de Richaud là, mais ça n'a pas marché, semble-t-il. Et enfin, il y a un dernier point que vous avez senti dans tout ça, c'est qu'évidemment, malgré tout, le cinéma tend à aller à l'épisode dramatique. Donc il y a systématiquement dans tous ces films Barricade, Semaine sanglante, Peuple en action. Voilà. C'est cette trilogie qui est montrée, qui est systématiquement mise en avant, et le cinéma, un art qui se prête difficilement dans ce que je vous ai montré. Après, le documentaire, c'est un peu différent, à apprécier le côté de l'œuvre de la commune, qui est un aspect quand même essentiel de ce qu'a été la commune. Voilà, j'ai terminé. C'était un peu long pour moi. Quelle en est la raison? Genre, c'était des navets ou c'était des réalisateurs qui étaient beaucoup trop engagés dans le contexte politique ou est-ce que, justement, faire le récit de la commune, fictionnellement, c'est une histoire compliquée? Alors, les raisons sont... La diffusion a été faible. Vous avez des très bons films qui n'ont pas de diffusion, ça continue actuellement. Ouais. On connaît, ça sort 15 jours dans 3 cinémas, ou 15 jours, il y a eu à peine de publicité pour ces films. Personne ne les a vus, ils resteront inconnus, ça continue. Hein. Ça existait déjà. Hein.
Et ça continue. On sait très bien que ce soit à cause des distributeurs du cinéma ou à cause du public, hein, le public a sa part de responsabilité, s'il va voir les blockbusters et pas les films qui sont distribués dans 3 cinémas. On ne peut pas faire que les cinéastes, que le monde du cinéma qui est responsable. Voilà, il y a un effort à faire, aussi d'aller voir. Il y a quelques cinéphiles qui font cet effort, mais pas la base du public, ça peut aussi se concevoir. En tout cas, c'est comme ça le système. Donc, ils ont été très mal distribués, ça c'est un premier point. Deuxième point, la critique ne leur a pas été très favorable, hein, effectivement. Le film sur Mémoire commune, c'est vraiment un film extrêmement d'avant-garde. Voilà, hein, il faut aimer regarder 1h40 de films très complexes, très abstraits par certains côtés. Bon, voilà, c'était probablement un film qui n'était pas facile à regarder pour le public. Le René Richaud était de facture beaucoup plus classique. Hein, bon, c'était beaucoup plus... On ne peut pas dire que non plus les moyens sont petits malgré tout. Ils ont peu de moyens par rapport à un film de ces années. 2 millions, c'est très peu, ils ont peu de moyens et ils ne peuvent pas produire une œuvre de très grande qualité. On le voit bien. Voilà, donc c'est cet ensemble de choses. Il n'y a aucune publicité, ça, il n'y a simplement aucune publicité. Voilà, donc ça n'a pas très bien marché. C'était pas non plus facile parce que ce sont souvent quasiment les premiers films de ces 3 réalisateurs. Ils ne sont pas du tout connus. Ils ont quelques grands noms d'acteurs, mais ça suffit visiblement pas. Voilà. Et ça s'étouffe très vite. Ça joue 2 semaines. Comme c'est le cas. Après, on peut les trouver effectivement parfois les 2 derniers assez difficiles en facture. On sait que Robert Grillet est conseiller du film, on va s'y trouver visiblement dans un film qui va être assez intellectuel aussi. Hein. Voilà. Donc il y a des tas de motifs très complexes, ils n'ont pas marché. Leurs réalisateurs ont quasiment arrêté le cinéma, sauf là qui a continué une carrière de producteur sur certains aspects du cinéma. Mais voilà, ils ont... Pourtant, c'était bien la période post-68 Ardes, hein, mais voilà, il n'y a pas, finalement, Tavernier, il n'a pas fait le film sur la commune, La Nouvelle Vague, ils n'ont pas fait le film sur la commune, voilà. Mais il y a eu des tentatives. Non, il n'y a pas vraiment de tentative. La tentative, ça par contre, alors c'est peut-être de l'autocensure, c'est peut-être qu'il n'y avait pas les scénarios. Voilà, non, on ne peut pas dire que Godard ait voulu faire un film sur la commune. Il n'y a aucune trace que Godard il a fait La Chinoise, il a fait d'autres films politiques, et même après, il a fait même souvent du documentaire d'avant-garde. Il est d'ailleurs aussi conseiller dans un de ses films. Mais lui-même n'a pas souhaité ou voulu, on n'a pas de trace que Godard ait voulu faire un film sur la commune. Tavernier, non, et les autres grands noms de la Nouvelle Vague, qui étaient à son sommet à cette époque-là, ne font pas de film sur la commune. Depuis, ça a continué, il n'y a jamais encore eu de projet d'un film à dominante de fiction sur la commune. Tu laisses entendre que 68 a quand même eu un effet. 68 a un effet indiscutable, puisque on voit bien que, et même le pré-68, parce que 68 ça commence 2-3 heures avant, on peut dire. 65. Voilà, hein, 66, 67, on a des prémices déjà dans les grands mouvements sociaux, etc. Et donc on voit bien que de 66-67 à 78-79, grosso modo, hein, qui sort entre les documentaires que je n'ai pas évoqués, les docu-fictions et ces films, une quinzaine de films sur la commune.
Voilà, donc il y a un appel, mais l'écho reste très fragile. L'écho reste très fragile de ça. Il y a bien un appel, un certain bouillonnement sur elle, mais ça ne débouche pas sur des films de référence. Voilà, maintenant vous pouvez essayer d'aller les voir. Si vous voulez aller les voir, vous devez aller au Forum des Halles, ce que j'ai fait, hein, et à la cinémathèque du Forum des Halles, hein, où tous les films de la commune sont visibles, sauf quelques-uns. Il faut aller aux ateliers de la Pure, au pavillon de l'Arsenal. Il y a aussi toute une série de films sur Paris. Si vous voulez les voir, vous allez soit au Forum des Halles, soit au pavillon de l'Arsenal, en face de la bibliothèque de l'Arsenal. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de films sur 89? Un peu plus, quand même. Un peu plus. Ah oui, un peu plus. Beaucoup sur Marie-Antoinette. Mais on a eu... Oui, non, mais je pense pas en Marie-Antoinette. Mais oui, on a eu plus. De Abel Gans à d'autres, beaucoup plus de cinématographie sur la révolution de 89. C'est ça comme nous. C'est la fin. Donc, oui, sur la guerre de 14 et sur la résistance, énormément de films également. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour la commune. Et sur l'année terrible en général. Il y a d'autres interventions, d'autres questions? Parce que là, 89 vient d'être évoqué, je pense que 89 a été venu à l'esprit en 36. Et c'est un peu surprenant qu'autour de 36 du Front populaire, la commune n'a pas l'air de se manifester sous une forme ou une autre, enfin sous une forme artistique. Non. Il y a la Marseillaise, justement, voilà, très célèbre film. Je l'ai dit tout à l'heure, le PCF a réalisé une sorte de montage d'actualité. Vous pouvez également voir. C'est un montage d'actualité, c'est la montée d'une cellule de Belleville au mur des Fédérés en mai 1937. Donc elle a été filmée par des réalisateurs qui en ont fait une sorte de montage, mais voilà, ça reprend une sorte d'actualité perfectionnée. Ça dure une vingtaine de minutes, c'est très, très intéressant sur la montée au mur de cette époque, sur la façon dont ça se faisait, etc. Et ça soutient entièrement la lecture du PCF de l'époque. Voilà. Est-ce qu'il est passé en redistribution au public? Il est de temps en temps. Ouais. De temps en temps, dans sa version courte, hein, parce que il fait 6 heures dans la version longue et dans la version courte, c'est 3h30. Pas moins de 3h30. Et de temps en temps, un cinéma ou un ciné-club va projeter le Watkins. Et vous pouvez le demander, si vous avez un ciné-club, et puis demander d'avoir la projection du Watkins, il y a une diffusion, etc. Il est accessible sur YouTube. Hein. Oui. Hein. Ça, dans sa totalité. Mais bon, c'est pas la même sensation que quand on projette. Même là, sur un petit écran, ça a déjà plus de force que quand on le voit sur sa télé ou sur son ordinateur. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres films pas des anarchistes, la mouvance anarchiste sur la commune de Paris, autre que le premier qu'on a vu? De la mouvance anarchiste, je dirais, oui, il y a d'autres petits films. Hein, on peut dire que certains de ces films des années 70 ne sont pas éloignés d'une certaine mouvance libertaire aussi. Hein, ils sont dans une mouvance libertaire, mais pas engagée. Hein, je dirais. Il y a certaines dimensions qui sont libertaires dans ces films, puisqu'ils insistent beaucoup sur les libertés qu'on a, le peuple libre, etc. Donc, après, libertaire, tout dépend. Regardez, libertaire au sens de Guérard, c'est pas libertaire au sens du peuple gentil qui fait ce qu'il veut librement. Hein. C'est libertaire au sens
de certains libertaires, ça veut dire révolutionnaires. Il y a des pacifistes, il y a des violents chez les libertaires, hein, c'est très diversifié. Mais enfin, il n'y a pas vraiment un film. Le mouvement libertaire a été quand même affaibli. Il n'y a plus vraiment un film aussi nettement marqué que celui de Viard. Là, je n'ai pas suivi toute la production la plus contemporaine. Hein. Je l'ai dit, je me suis arrêté avant 2000. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de changer de siècle, si vous êtes d'accord, de passer au XXIe siècle, avec notre ami, notre invité, Raphaël Besson, qui ne veut pas passer au XXIe siècle, et voir... Merci Jean-Louis.